Jourdain, je suis déléguée générale du S3 Pays PACA, qui est une association de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. Et donc, notre rôle concrètement, c'est de faciliter les échanges entre les acteurs du territoire, qu'ils soient associatifs, collectivités, industriels, États ou représentants des salariés, et les citoyens. Donc, entre les uns et les autres. Et donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je vais vous repréciser un peu le cadre de ce webinaire. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du dispositif Réponse. L'objectif de Réponse, c'est d'apporter des réponses, des actions et des solutions concrètes aux préoccupations des citoyens du territoire sur les problématiques de la pollution de l'air. Quand je parle de territoire, je suis sur le pourtour de l'étang de Berre, l'arrondissement d'Istres, c'est-à-dire les 21 communes qui constituent la première couronne autour de l'étang et la côte depuis Port-Saint-Louis jusqu'au Roff. Voilà. L'objectif de ce webinaire, c'est de discuter plus précisément d'une réponse qui a été apportée à une des attentes des citoyens. Et on rassemble donc aujourd'hui aussi bien des acteurs, associations, États, collectivités industrielles, représentants des salariés, que des citoyens. Et c'est bien tout l'intérêt de ce genre de webinaire. Donc, en termes de sujet, il tourne en fonction de ce que l'on entend, nous, quand on va sur les terrains pour écouter les préoccupations des citoyens. Et ça peut être, ils sont soit portés par l'État, soit portés par un industriel, soit portés par une collectivité ou association, etc. Donc, ils tournent comme ça tout au long de l'année. On a des cafés-réponses chaque dernier mardi du mois, hors vacances scolaires. Donc, cette année, on en prévoit 5 et on va essayer d'en caler un 6e, je crois. Donc, aujourd'hui, nous revenons sur une attente particulière et qui est vraiment très fortement exprimée quand on est sur le terrain, quand on rencontre les citoyens, que ce soit dans les micro-trottoirs, les centres commerciaux, les marchés, les événements. C'est vraiment cette question de l'impact de la pollution sur la santé. Et ça, c'est quelque chose qui est très vaste et qui est vraiment extrêmement vaste, qui appelle de multiples réponses. Donc, vous le verrez sur la plateforme, si vous n'y êtes pas déjà allé, il y a déjà de nombreux organismes qui apportent des réponses parcellaires, évidemment, mais qui apportent quand même des éléments de réponse, que ce soit dans Scénarii, que ce soit l'Institut éco-citoyen, que ce soit la Atmosud, l'ARS, la Santé publique France, etc. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que sur ce genre de sujet, lien entre pollution et santé, on est aux limites de la recherche. Et là, vraiment, avec cette étude Mistral, là, on est justement à ce niveau-là. Donc, en fait, Kiomed va présenter une de ces études qu'ils ont eux-mêmes portées, enfin, donc une étude sur la partie lien pollution-santé, donc c'est l'étude qu'ils ont portée, et qui a un angle particulier puisqu'elle est sur les allergies et la pollution, le lien entre pollution et allergie. Donc, on avait fait un premier café-réponse qui était dédié à cette étude au tout départ pour justement aider au recrutement de volontaires. Et on s'était engagé à ce moment-là à rendre des comptes sur ce qui avait été fait dans cette étude et les résultats auxquels Kiomed avait abouti. Donc, aujourd'hui, ce deuxième café-réponse a pour objectif de tenir cet engagement et de faire ce rendu. Donc, on accueille aujourd'hui Ève Mathieu, qui est gestionnaire de projet, enfin qui gère le projet et qui gère aussi tout ce qui est l'analyse de données. Denis Charpin, que vous avez entendu, qui est investigateur principal, qui est très impliqué dans la pollution de l'air depuis très longtemps, qui est un ancien spécialiste des hôpitaux de Marseille et qui est de l'association APPA aussi. Maintenant, et Géraldine Bateau qui nous rejoindra sur tout ce qui est études cliniques, enfin donc qui fait partie aussi de Kiomed, qui nous pourra donner des éclairages sur les parties réglementaires de l'étude clinique. Donc, je vous rappelle les modalités de ce webinaire. C'est 20 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses. C'est enregistré. Alors, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous éteignez votre caméra. Merci. Voilà, et ce sera peut-être disponible sur la chaîne YouTube. Il faut qu'on vérifie certains points avant. Si vous avez des questions, on est assez nombreux, donc si vous avez des questions, soit vous les posez dans le chat de la conversation, la petite icône conversation, soit vous levez la main et ce sera à tour de rôle selon l'ordre qui est indiqué.
Si vous avez des problèmes techniques, on a notre secouriste en chef, Shirley, qui viendra à votre secours. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Ève, pas à Shirley, à Ève, qui va donc nous présenter les résultats de l'étude Mistral. Très bien. Merci Gwenaëlle. Donc, je me présente Ève Mathieu, responsable biostatistique et biométrie au sein de Kiomed Innov, et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter les résultats du projet Masque at PACA. Il manque le arrobase entre le masque et le PACA, qui a été déployé sur le territoire de 2020 à 2022. Et vous voyez qu'on a aussi l'étude Mistral qui apparaît. Donc, juste pour pouvoir vous repérer, l'étude Mistral représente l'étude clinique qui a été déployée au sein du projet Masque at PACA qui est plus large. Donc voilà, merci tout d'abord à Gwenaëlle et Shirley de nous donner l'occasion de pouvoir vous faire un retour sur tous les résultats qu'on a pu obtenir et aussi le délivrable qu'on a pu mettre à disposition des citoyens et qui, nous l'espérons, répondra aux enjeux que vous avez mentionnés, Gwenaëlle. Donc, l'étude Mistral et le projet Masque at PACA, l'idée, c'était de déployer sur le territoire une étude clinique en vie réelle de façon à rechercher les effets des polluants et des pollens sur les symptômes de rhinite allergique. Donc, tout d'abord, que signifie en vie réelle? Donc, ça signifie qu'on va sortir du parcours de santé et qu'on va aller au plus près de la vie des citoyens de façon à capter leurs symptômes depuis leur situation de la vie quotidienne. Donc, c'est ce que signifie en général étude clinique en vie réelle. Et on va être par-delà le fait d'être dans les situations quotidiennes en 100% dématérialisé, tout en support numérique pour pouvoir collecter l'information et donc en 100% décentralisé, puisque vous l'avez compris, on sort des centres de soins où en général ont lieu les études cliniques, de façon à capter une information qui, nous l'espérions, serait la plus pertinente possible. Donc, au niveau des intervenants, Gwenaëlle l'a précisé, vous aurez donc 3 intervenants du projet à disposition pour pouvoir poser toutes vos questions. Mais de façon plus large, le projet, bien sûr, a été mené avec d'autres partenaires. Donc, vous découvrez les logos en barre de fond. Donc, Atmosud pour tout ce qui est la mesure des polluants sur le territoire. Le RNSA pour tout ce qui est la mesure des pollens sur le territoire. La société Masker, qui elle sera justement le vecteur de l'application, nous allons le voir, qui va permettre la collecte des symptômes des citoyens sur le territoire. L'association APPA, que représente en particulier le professeur Charpin. Le pôle de compétitivité Eurobiomed et bien sûr le support précieux de la métropole Aix-Marseille-Provence et également de la mairie de Saint-Chamond. Ce projet a été cofinancé par l'Union européenne à hauteur, vous le voyez, de 300 000 € et donc a pu débuter en 2020 grâce à cette aide européenne. Le promoteur de l'étude, celui n'avait pas été cité, c'est donc la société Masker, représentée par le professeur Jean Bousquet, qui va donc représenter l'application socle, on va le voir, qui a permis la collecte des symptômes en 100% dématérialisé. Alors, bien évidemment, cette présentation, elle va aller se concentrer sur les éléments majeurs, puisque l'idée est de vous faire un parcours d'horizon en 15 minutes pour laisser après un maximum de temps aux échanges, aux questions-réponses. Donc, je vais aller aux 4 étapes phares pour que vous compreniez et que vous puissiez cerner les éléments essentiels. Donc, le premier challenge, on va le voir, cela a été le recrutement citoyen, puisqu'on est hors parcours de soins. Donc, il est question d'aller justement recruter des sujets pour notre étude sur un territoire qui, on va le voir, est très large. La deuxième étape, également un challenge, c'est de pouvoir collecter de façon appareillée des données à la fois de santé, mais aussi de qualité de l'air. Et donc là, il fallait aussi la technique appropriée pour pouvoir le faire. La troisième étape, alors là, on va rentrer vraiment dans les résultats que l'on a pu obtenir. L'identification de 3 facteurs clés qui ont un impact avec les symptômes de rhinite allergique qu'on a pu mettre en évidence.
Et la quatrième, qui est la plus importante, c'est le développement d'un outil de prévention que l'on a souhaité. C'était l'objectif aussi de ce projet, de mettre à disposition un outil qui puisse être utile aux citoyens et lui permettre d'appréhender au mieux l'impact de la qualité de l'air sur sa santé. Voilà les 4 étapes que nous allons parcourir. Donc, on va commencer par la première, le recrutement citoyen, qui a été le premier challenge. Car comme on l'a vu, on était donc sans sollicitation des médecins, qui sont en général des piliers précieux pour permettre un recrutement efficace. Et donc là, notre challenge, c'était comment arriver sur une population d'à peu près 2 millions d'habitants à parvenir à recruter le nombre de sujets nécessaires, répondant aux critères requis d'inclusion et par ce processus 100% numérique. Donc pour cela, on a utilisé différents vecteurs de communication, donc les réseaux sociaux, les sites web, les webinaires, comme Gwenaëlle l'a dit aussi, les cafés références de SPPI, mais également des articles dans la presse, des posters dans les salles d'attente, dans les pharmacies. Et on a pu toucher ainsi plus de 300 000 personnes par ces réseaux de communication et par un processus 100% numérique. L'idée étant de passer à la fois par un e-consentement, c'est-à-dire que le sujet va donner son consentement de façon numérique avec une signature numérique et ensuite va pouvoir collecter ses symptômes avec l'application, donc avec un IPRO. Donc, ici, vous découvrez la zone d'intérêt de notre étude, qui était donc la zone concentrée sur 3 focus, l'étang de Berre, avec 21 communes d'intérêt, Marseille avec 16 arrondissements et Aix-Marseille avec 15 quartiers. Donc, bien évidemment, cette région était une région d'intérêt puisqu'on sait qu'il y a pas mal d'industries, pas mal aussi de réseaux de transport, le port, l'aéroport, les réseaux routiers. Donc, l'évaluation de l'impact de la qualité de l'air sur la santé était particulièrement d'intérêt sur cette zone. Vous découvrez le calendrier de l'étude. Donc, nous avons débuté en juin 2021 jusqu'en août 2022. Et vous voyez que l'étude Mistral s'est concentrée sur 1 an de collecte, de façon à avoir une représentativité des 4 saisons, mais également des différentes conditions météorologiques qui peuvent se passer sur une année, et bien évidemment la représentativité des différentes saisons polliniques. Ainsi, sur une collecte de données sur 1 an, on était sûr d'avoir au maximum la représentativité des différentes conditions. Donc, comment répondre au deuxième challenge qui était comment collecter à la fois les données de santé et les données de qualité de l'air. Donc, nous allons pour cela utiliser ce qu'on appelle un IPRO, Electronic Patient Reported Outcome, c'est-à-dire une application qui va permettre à l'individu de venir saisir ses symptômes au quotidien. Et grâce à un interfaçage avec les bases de données de pollen et de pollution du RNSA et de ANMOSUD, on va pouvoir rapatrier toutes ces données et les appareiller. Donc, vous découvrez l'application Mascare, qui a donc été notre IPRO et qui a permis aux citoyens de déclarer ses symptômes, de saisir également la zone où ils se trouvaient, de façon à pouvoir, par cette information GPS, qui était bien sûr anonymisée, floutée au digit près, à appareiller avec les données de pollen et de pollution qui sont mesurées par les capteurs du RNSA et de ANMOSUD. Vous découvrez les cartes du RNSA et de ANMOSUD également sur cette slide. Donc, au sujet des capteurs du RNSA, tous les pollens sont mesurés quotidiennement en continu. Et pour chaque pollen, nous allons avoir des données que l'on qualifie de discrètes, allant de 0 à 5. 0, il n'y a aucune concentration du pollen dans l'air. 5, la concentration est très élevée. Et le maillage du RNSA permet d'avoir un capteur tous les 20 km.
Concernant Admo Sud, 4 polluants d'intérêt majeur ont été analysés. L'ozone, donc l'ozone est un polluant qui provient d'autres polluants sous l'effet du rayonnement solaire. Le dioxyde d'azote, le NO2, qui est un polluant qui provient du fait des différentes combustions, que ce soit du transport, les systèmes de chauffage au domicile. Les particules fines, qui, elles, proviennent de la combustion et de l'industrie manufacturière. Le maillage d'Admo Sud permet une précision tous les 40 mètres carrés, nous permettait d'avoir des données journalières avec la prise en compte des données des conditions météo. Et donc, on a eu des données continues mesurées en microgrammes par millimètre cube. Et donc, l'enjeu a été d'appareiller, de faire se rejoindre à la fois les données de symptômes de l'application et les données des serveurs du RNSA et d'Admo Sud. On va commencer par découvrir un petit peu le questionnaire santé auquel devait répondre le sujet chaque jour pour justement pouvoir collecter ces symptômes. Donc, l'objectif était de répondre à une dizaine de questions tous les jours. Et l'engagement que nous essayions d'avoir de la part du sujet, c'était au moins qu'il réponde sur 2 mois, de façon à avoir un suivi assez continu de ce sujet au niveau de ses symptômes et de son exposition. Donc, vous voyez les résultats que nous avons pu obtenir. Le sujet qui a été le moins assidu a rempli un questionnaire sur tout son parcours. De façon générale, 50% des sujets ont rempli au moins 20 questionnaires lors de leur participation à l'étude. Et en moyenne, un sujet a rempli 40 questionnaires au cours de son implication dans l'étude. Enfin, un sujet a été très assidu puisque vous voyez qu'il a rempli 423 questionnaires sur 1 an d'études. Donc, ça signifie qu'il a rempli tous les jours et même plusieurs fois par jour son questionnaire de santé. Pour découvrir un peu les caractéristiques des réponses au questionnaire, vous avez ici la saisonnalité des réponses au questionnaire. On voit que la majorité des réponses au questionnaire ont eu lieu dans la saison d'hiver, avec 41% des questionnaires qui ont été remplis en hiver. Donc, ceci n'est pas très surprenant puisqu'on sait que la période, on va dire, des pollens les plus allergisants sont en hiver. Donc, certainement que cela a occasionné une participation plus accrue des usagers, qui étaient donc rhinitiques allergiques, à l'application, parce qu'ils souffraient dès lors peut-être de symptômes allergiques. Et donc, vous voyez qu'après, sur les autres saisons, on a très peu d'utilisation durant l'été, à la fois peut-être parce que moins de pollen, mais aussi les personnes moins disponibles durant l'été. Et en automne et printemps, autour de 20-25% de questionnaires. Concernant les zones géographiques de représentativité des questionnaires, donc vous voyez que nous avons 24% des questionnaires qui ont été remplis depuis la zone Marseille, 13% depuis l'étang de Berre, 6% depuis Aix en Provence, et puis la grande majorité, 47,5%, dans la zone d'études PACA, mais en dehors des 3 foyers d'intérêt. Et vous voyez également 10% hors zone d'études. C'est des questionnaires qui ont été remplis, mais qui n'ont pas pu être traités parce que nous n'avions pas les données de qualité de l'air associées. Découvrons à présent la population d'études. Donc, nous sommes parvenus à recruter 370 sujets. Donc, le challenge était de taille. Et vous voyez que nous n'avons pas pu atteindre la cible fixée du nombre de sujets nécessaires, puisqu'on a atteint 40% de la cible initiale. Ces 370 sujets ont rempli 14 500 questionnaires à eux tous. Vous voyez la répartition hommes-femmes. Donc, nous avions 35% d'hommes et 65% de femmes. L'âge moyen des participants était d'environ 50 ans. Le plus jeune, 21 ans. Le plus âgé, 80 ans.
Bien sûr, tous les sujets recrutés étaient des sujets atteints de rhinite allergique et on peut noter que 20%, 23% souffraient également d'asthme, ce qui est en général un pourcentage connu et représenté régulièrement. Tout ceci pour dire que notre population représentait un petit peu le reflet de la réalité nationale par ailleurs. Les caractéristiques allergiques de cette population d'études, tout d'abord, un focus sur la gêne globale qu'ils ont déclarée dans leur questionnaire. On peut voir ici la distribution de cette gêne globale allant de 0 à 100. 0, je ne suis absolument pas gênée par ma rhinite allergique. 100, je suis extrêmement gênée par ma rhinite allergique. Vous voyez deux indicateurs statistiques, la médiane et la moyenne. Donc, la médiane est à 9. Ça signifie que 50% des questionnaires que nous avons ont déclaré une gêne inférieure ou égale à 9. Donc, ce qui signifie que c'était des sujets, pour ceux qui ont rempli ces questionnaires, qui n'étaient pas trop embêtés par la rhinite allergique et a priori assez bien contrôlés. Et en moyenne, cette gêne sur les questionnaires est de 18 sur 100. Donc, globalement, il faut retenir que cette population d'études n'est visiblement pas une population qui souffre énormément de gêne de cette rhinite allergique. Donc, soit qui est bien contrôlée ou bien traitée par ailleurs. C'est un point qui est quand même important à relever, notamment par rapport aux résultats qui vont suivre. Les caractéristiques allergiques de ces sujets. Donc, on découvre la symptomatologie qu'ils ont déclarée. Les symptômes qui sont majoritaires en général sont les éternuements à 37%, les yeux qui démangent à 35% et le nez qui coule à 35% également. Et puis, vous voyez les autres symptômes également qui étaient collectés. Concernant les types d'allergies au pollen, alors vous voyez le second graphique, juste pour votre info, il manque les 3 points de suspension à verticale pour comprendre qu'on n'est pas sur une somme à 100% hein, sur ces pourcentages. C'est juste le haut du graphique associé au pollen qui a été montré. Ensuite, il y avait également les allergies aux chats, aux chiens, aux acariens. Donc, juste ceci pour vous montrer que parmi les pollens, majoritairement, c'est le pollen de cyprès auquel les gens sont le plus allergiques, avec donc 21%. Nous allons donc passer à présent au concret avec les analyses qui ont pu être faites sur toutes ces données collectées, santé, pollen, pollution. Donc, grâce à différentes analyses statistiques, à la fois univariées et multivariées, les 3 facteurs qui sont restés robustes et présents dans le modèle multivarié final sont l'âge, l'ozone et le cyprès, qui ont donc un lien significatif avec les symptômes de rhinite allergique. Donc, vous voyez ici une représentation de façon à montrer les effets de chaque facteur. Donc, l'âge, qui a un facteur qui va réduire les symptômes, l'O3, un facteur qui va aggraver les symptômes, et le cyprès, un facteur qui va également aggraver les symptômes. Donc, tout d'abord, en quoi l'âge améliore les symptômes? Donc, on a pu montrer que les plus de 50 ans avaient un risque d'aggravation des symptômes réduit de 29% par rapport au sujet de moins de 50 ans. Concernant l'ozone, lorsque la concentration d'ozone dans l'air dépasse le seuil de 86, le risque d'aggravation des symptômes augmente de 34%. Et concernant le cyprès, lorsque l'index de concentration de cyprès dans l'air dépasse ou est égal à 2, le risque d'aggravation des symptômes augmente de 64%. Voilà donc les 3 facteurs à retenir de cette étude. Les interactions ont pu être mises en évidence aussi, n'ont pas été présentées là, mais il y a une interaction significative entre l'ozone et le NO2, le dioxyde d'azote, et également des interactions significatives entre le dioxyde d'azote et les pollens. Mais comme le dioxyde d'azote ne subsistait pas dans le modèle final, c'est pour ceci que l'on ne l'a pas présenté sur cette slide. À noter ici qu'on n'a pas retrouvé dans le modèle final l'impact du dioxyde d'azote, le NO2, et des particules fines qu'on aurait pu attendre
qui ont été décrits par ailleurs dans d'autres publications comme ayant un impact sur la santé, mais qui, sur les symptômes de rhinite, sur les données dont nous disposions, n'ont pas représenté un facteur d'aggravation. Mais en précisant qu'on est donc sur des symptômes de rhinite allergique et peut-être qu'il y a d'autres voies biologiques sur lesquelles certains facteurs agissent, mais en tout cas, on avait ici le spectre des symptômes de rhinite allergique. Donc, qu'est-ce qu'au niveau individuel, tous ces résultats peuvent nous dire? Mais au final, concernant l'âge, que peut-être avec l'âge, ça ira mieux, puisqu'on voit que par-delà 50 ans, les symptômes ont tendance à s'améliorer, à diminuer, du moins avec le temps. Mais aussi, ça nous incite à rester attentifs donc, au seuil d'ozone dans l'air, puisqu'on voit que ce polluant, et on en a particulièrement dans notre région qui a beaucoup d'ensoleillement, qu'on doit rester attentif à ce seuil d'O3 dans l'air, dans son périmètre. Et également, bien évidemment, si je suis allergique au pollen, de rester attentif au seuil de cyprès dans l'air, dans mon périmètre. Alors, on s'est dit comment pouvoir permettre aux citoyens de rester attentifs à la qualité de l'air. Et donc, on a voulu développer un outil de prévision qui permette justement aux citoyens, suite à tous ces résultats qu'on a pu identifier, de pouvoir visualiser les concentrations des pollens et des polluants le jour même, dans le périmètre où ils se trouvent, mais également le lendemain, de façon à pouvoir prédire ou prendre les mesures nécessaires sur les meilleures conditions qu'il lui faudra compte tenu de ses allergies. Vous découvrez ici l'application en question, Mascare, et notamment les 2 écrans qui ont été développés dans le cadre du projet Mascate PACA, avec donc le bouton pollen et qualité de l'air que vous voyez sur le premier écran et qui conduit donc à un nouvel écran où on va pouvoir à la fois consulter l'indice pollinique et l'indice de qualité de l'air avec les seuils des différents pollens et des différents polluants. Donc, au final, une application qui permet d'acheminer les données du RNSA, les données d'Atmosud et de faire ressortir les seuils critiques. Ceci à date du jour, donc vous voyez en haut le aujourd'hui souligné, mais vous avez aussi possibilité d'aller sur l'onglet demain et vous aurez les prévisions du lendemain dans votre zone déclarée GPS de la donnée de géolocalisation, mais qui a été bien sûr sécurisée, anonymisée et floutée. En bilan de l'étude Mistral qui a pu être menée dans le cadre de ce projet Mascate PACA, donc la première étude clinique dématérialisée en vie réelle qui a pu être déployée sur le territoire PACA. Et donc ça, c'était le grand challenge de ce projet. Avec le recrutement citoyen, on l'a vu, qui était un enjeu de taille. On a pu recruter, enrôler dans l'étude 370 sujets. Bien évidemment, l'étude a des limites. La première, c'est le manque de puissance, puisqu'on n'a pas pu atteindre le nombre de sujets nécessaires qu'il nous fallait. On est à 40% de la cible. Également, il faut retenir que les données que nous avons traitées sont des données qui sont acquises au travers du spectre d'utilisation de l'individu de l'application. Donc, bien évidemment, c'est une vision tronquée de tout ce qu'on aurait pu collecter en temps réel avec des capteurs embarqués sur l'individu. Ici, c'était vraiment au travers de l'usage qu'en faisait l'individu. Après, bien sûr, il y a une approximation des données de qualité de l'air auxquelles est exposé le sujet, du fait des maillages des capteurs disponibles. Enfin, à préciser également que cette étude a été designée pour mesurer les effets aigus de la qualité de l'air sur la santé. C'est-à-dire que, bien évidemment, sur 2 mois d'utilisation que nous demandions au sujet, on ne peut mesurer qu'un effet immédiat de la qualité de l'air sur la santé de l'individu. Il était question de mesurer des effets
chronique, à ce moment-là, cela aurait été un autre design beaucoup plus long qu'il aurait fallu développer. Enfin, un rappel, bien sûr, dans cette étude, on s'intéresse uniquement aux symptômes de rhinite allergique. Et l'individu n'avait pas d'autres symptômes autres que ce foyer où il pouvait les déclarer. Les résultats qu'on a pu obtenir sont des résultats qui ont pu être confortés dans des publications, puisque l'âge, l'ozone et le cyprès ont déjà été décrits dans des publications scientifiques. Donc, ceci nous permettait quand même d'avoir confiance, quand même, malgré les limites de l'étude, à la qualité des résultats obtenus. Et enfin, tout ceci pour mettre à disposition, au final, pour répondre à cet enjeu de l'impact de la qualité de l'air sur la santé, un outil d'information et de prévision utile aux citoyens. Information parce qu'on lui donne la possibilité en un seul écran de pouvoir consulter dans son périmètre quelle est l'exposition à laquelle il est soumise, à la fois en termes de pollen et de pollution, mais également un outil qui va lui permettre de découvrir le lendemain quelles sont les prévisions. Vous découvrez ici l'infographie avec les différentes étapes qu'on a pu mettre en place et qui est bien sûr disponible pour toutes les collectivités qui souhaiteraient communiquer sur le projet. Et également, bien sûr, tous les résultats plus détaillés sont disponibles sur le site Internet que nous avions fait à l'occasion du projet pour justement pouvoir recruter davantage, le site mascatpaca.com. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et Merci. bien sûr, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que nous y répondrons. Effectivement, il y a déjà 3 questions. Donc, oui. Il y avait une question déjà sur Marseille. Est-ce que vous avez pu dissocier cerner les personnes qui habitaient dans la zone portuaire, en fait, pour voir l'influence des bateaux, notamment? Non. On a stratifié, on a fait des analyses stratifiées en comparant les différentes zones, mais nous n'avons pas pu rentrer dans la granularité de Marseille pour distinguer justement les différentes zones, faute de puissance. Ok, oui, pas assez de données pour pouvoir le faire, tout à fait. D'accord, tout à fait. Très bien. Madame Bélante à Coudou qui disait que les enfants en école et en crèche et chez les nounous ont beaucoup de signes à Coudou. Et que ça ne semblait pas abordé dans cette étude. Est-ce que Coudou, vous aviez des volontaires sur cette commune? Alors, Coudou fait partie de quelle zone, s'il vous plaît? C'est au nord-est de l'étang de Berre, c'est quand Velot, Coudou, Vintabrin. C'est une des communes de l'étang de Berre? Non. Non. Donc là, autant le maillage était assez fin autour de l'étang de Berre, puisqu'on avait les différentes communes, Marseille, Aix-Marseille. Ensuite, sur les autres zones, on ne va pas avoir la donnée précise de la commune. Il nous faudrait la géolocalisation de la commune pour pouvoir la greffer sur les données et pouvoir extraire les données qui coïncident avec cette commune. Donc, en l'état, on ne peut pas répondre malheureusement à la question est-ce qu'on a eu du monde sur Coudou? Oui, puis par ailleurs, l'étude se limitait aux adultes. Et également, bien sûr, les adultes, bien sûr, tout à fait. Et oui, point clé, effectivement. Merci, Denis, oui, effectivement. Je prends la dernière question de Serge et puis après, je passerai à ceux qui lèvent la main. Est-ce que les établissements médicaux ont été sensibilisés pour faire participer les sujets concernés? C'est-à-dire que, bien évidemment, on a demandé le soutien à l'ordre des médecins, justement aussi le professeur Charpin pourra en parler davantage, de façon à pouvoir bénéficier de ce facteur-là, puisque eux-mêmes étaient en première ligne de patients rhinitiques allergiques. Donc oui, bien évidemment, même si on était hors parcours de soins, on a bien sûr sollicité les médecins pour qu'ils soient en première ligne s'ils le pouvaient. Denis, vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. Enfin, je ne pense pas que les grands hôpitaux marseillais ou aixois aient été spécialement
informés de cette opération? Non, les grands hôpitaux, non. Je parlais plus voilà, des médecins Oui. généralistes, médecine du travail également, puisqu'on a utilisé ce vecteur-là pour toucher les entreprises, les salariés. Donc voilà, on a utilisé plus la médecine de ville et médecine du travail. Très bien, merci. Monsieur Collomb, vous aviez levé la main. Votre micro est coupé. Ah, on ne vous entend pas. Monsieur Collomb, on ne vous entend pas avec votre micro qui est coupé. Il vous faut cliquer vous-même sur votre... Oui. Voilà. Oui. Parfait. Bonjour. Bon, rapide petite présentation. Je suis généraliste à la retraite. Dans la région de l'étang de Berre, j'étais à Gignac-Lanert. J'ai adhéré à l'association Santé Environnement France en 2008 avec le docteur Pierre Souvé. Et l'association a intégré dans les années 2010 FNE PACA, France Nature Environnement PACA. Et on travaille avec Expo Sud, où on a en cours en ce moment le projet Capter. Voilà. Moi, la question, j'ai vu dans les diapos d'entrée que vous aviez signalé qu'à côté des rhinites, il y avait, je crois, 23% de patients asthmatiques. Mais si j'ai bien compris, on n'a pas de notion d'aggravation ou pas de ces asthmes en fonction des polluants. Ça n'a pas été mis dans l'étude. Alors, non, ça n'a pas été. On avait quand même la gêne asthmatique qui était gradée au travers d'une échelle visuelle analogique, puisque tous les symptômes étaient gradés de 0 à 10 en fonction de l'intensité des symptômes. Donc, pour les patients asthmatiques, il y avait possibilité de grader, bien sûr, leurs symptômes propres à leur asthme. Mais pour ceci, on n'a pas pu mettre en évidence, parce que là aussi, manque de puissance, de représentativité sur cette population. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il puisse y avoir une étude de l'influence de ces polluants, non pas sur un symptôme allergique, mais sur le terrain allergique, quel que soit ce terrain? Parce que je pense, M. Charpin me dira peut-être la même chose, que les mécanismes d'action des polluants et des allergènes ne sont pas exactement la même chose, même si on aboutit finalement à des symptômes équivalents. Professeur, vous voulez… Oui, alors, oui, enfin, il existe de telles études. Moi, j'en ai fait un certain nombre en milieu hospitalier où on suit la pollinisation par les capteurs du réseau national de surveillance aérobiologique, et puis les symptômes de rhinite et les symptômes d'asthme. Et on peut voir effectivement l'évolution comparée de l'impact au niveau ORL et au niveau bronchique. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette étude, donc sur le lien entre pollution et allergie qui a été portée par Kiomed? Donc, on le voyait, les facteurs… alors, Bruno, quel est le résultat depuis toutes tes études sur le soin, c'est ça? Comment on a pris en compte ces études pour les protocoles de soins? C'est ça, parce que si on fait des études et des études et des études, moi depuis 30 ans que je suis dans les Bouches-du-Rhône, je vois toujours des études et je ne vois pas l'amélioration des traitements. Donc moi, depuis une semaine, je suis en pleine période d'allergie. J'ai eu vendredi une montée de fièvre pendant toute la journée et toute la nuit. Et le matin, tout avait disparu. Par contre, j'ai toujours les allergies. Et il y a des symptômes qui n'étaient pas là avant. Donc je voudrais quand même savoir à quoi servent ces études si derrière, on n'a pas de traitement nouveau ou en tout cas de traitement efficace. Oui, alors, Monsieur Charpin? oui, je crois que les traitements sont mis en place essentiellement par des équipes spécialisées en milieu hospitalier. Donc, ce n'est pas le rôle d'une étude comme ça, faite en population générale, qui va y répondre. Par contre, cette étude montre, cette étude rentre dans le cadre
de la mise en route la plus précoce possible des traitements, notamment on pense des traitements antihistaminiques ou des pulvérisations nasales de corticoïdes, au moment où les premiers pollens commencent à apparaître, et d'autant plus que s'il y a en même temps une anticipation d'augmentation des taux de polluants. Donc elle se situe, à mon avis, plutôt dans le sens de la prévention, de la prise en compte de ces deux aérocontaminants qui vont arriver, et le sujet doit se préparer pour mieux maîtriser ces symptômes. Et c'est particulièrement vrai pour les pulvérisations nasales de corticoïdes, qui sont un traitement très efficace, mais on comprend bien que quand le nez est enflammé, bouché, plein de sécrétions, ben ces thérapeutiques sont beaucoup moins efficaces que si elles sont prises préventivement. Donc peut-être, oui, peut-être pour ajouter, cette étude permet justement de délivrer un outil qui pourrait permettre, comme le disait le professeur Charpin, d'anticiper, puisque dès lors que vous avez la visualisation du lendemain, vous pouvez dire si vous avez connu les seuils à partir desquels, et théoriquement l'application doit aider aussi à mieux se connaître, à voir les seuils qui vous font déclencher un certain niveau de symptômes, et pouvoir anticiper cette prise de thérapeutique. Et également aussi peut-être on était sensibilisé bien sûr aux allergènes, mais également peut-être aussi de regarder les polluants de façon à anticiper aussi les situations et s'exposer, puisque par-delà la thérapeutique, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est l'exposition. Peut-être minimiser l'exposition si je vois que la géolocalisation dans laquelle je vais me trouver le lendemain est particulièrement soumise à de la pollution et à des allergènes. Et mettre à mon niveau les actions que je peux mettre, si tant est qu'il y en a. Voilà. Ça permet une meilleure anticipation. Merci. Bruno ? Si je peux compléter ma question. À ce moment-là, les seuils, moi depuis que je suis gamin, j'ai des allergies, donc je les connais depuis longtemps. Jeudi dernier, c'est parce que c'est monté à 22 degrés d'un coup en une journée. Donc en une journée, j'ai eu des allergies. Donc il devait y avoir des pollens qui étaient libérés. Oui. Donc là, les seuils, on les connaît. Par contre, pour l'exposition, ça fait des années que je demande aux élus de faire couper les haies de cyprès qui envahissent les lotissements. Et ma foi, il n'y a toujours rien. Donc est-ce qu'on peut intervenir au niveau législatif sur nos élus pour leur dire stop, arrêtez. Vous voyez bien qu'il y a entre le mélange des polluants et des cyprès, il se crée des phénomènes allergènes qui deviennent pénibles pour la population en permanence. Moi, c'est tous les ans au mois de décembre, janvier, février. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas obtenir une nouvelle loi qui va réglementer la quantité de cyprès par rapport à l'orientation, par rapport au Mistral, par exemple, au nord d'une ville, par exemple, on pourrait dire, bon, ben, on arrête de mettre des cyprès au nord d'une ville parce que le vent va tout amener dans la population. Je prends un exemple au hasard. Hein. Oui. Oui, peut-être je peux répondre à cette question. Oui, c'est évidemment, enfin, vous êtes allergique au pollen de cyprès et logiquement, la meilleure façon de maîtriser cette maladie, c'est de diminuer l'exposition, donc de diminuer le nombre de sujets qui libèrent les pollens. Alors, évidemment, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps, et notamment on en a parlé en 2016. L'Agence nationale de sécurité environnementale a fait un rapport auquel j'ai participé sur les pollens et les moyens de prévenir les allergies au pollen. Et on avait à l'époque proposé de mettre une indication sur les arbres vendus chez les pépiniéristes. Attention, cet arbre peut vous donner des allergies, et puis il existe des espèces alternatives qui font des haies aussi, mais qui ne sont pas allergisants. Mais bon, cette proposition n'a pas été acceptée parce qu'il y a un lobby des pépiniéristes, hein, comme il y a d'autres lobbies qu'on connaît bien. Et alors finalement, ça s'est terminé en fait qu'il devait y avoir une information générale dans la pépinière, en tout cas, sur la dangerosité potentielle de ces cyprès. Et puis finalement, moi, je suis allé chez Truffaut, et j'ai pris contact au plan national avec cet organisme, et il s'est
pas fait grand-chose aujourd'hui sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il y a une grande... Bon, on pourrait penser, parce qu'en réalité, comme vous le dites, le cyprès, enfin vous ne l'avez pas dit, mais je le rajoute, le cyprès est un arbre méditerranéen très traditionnel et depuis des siècles. Il se trouve dans la vallée du Rhône comme coupe-vent et ça ne gêne personne. Et il y a eu une véritable explosion d'allergies au cyprès à partir du moment où on a mis des haies dans les zones périurbaines, des haies qui sont une source de cyprès, de pollen absolument formidable. Et c'est sûr qu'il y aurait une régulation à faire, mais voilà, le cyprès ne coûte pas cher, il pousse vite, il est résistant, enfin il a toutes les qualités, sauf celle d'être fortement allergisant. Merci, Denis. Donc, Monsieur Jacob de l'AVEPA qui abonde dans le sens de l'éradication des cyprès. Madame Bélante, vous aviez une question? Non, simplement pour dire que, étant élue sur Coudoux, hein, je suis adjointe au maire à l'urbanisme et au développement durable. Effectivement, les élus sont sensibilisés s'ils veulent, hein, c'est des recommandations. On a toutes les listes d'arbres qu'on peut planter qui ne sont pas allergènes. C'est ce qu'on essaie de faire sur Coudoux, mais ce sont que des recommandations, ce n'est pas des obligations. Donc, pour les communes, on essaie de faire au mieux, mais généralement, ils sont chez les particuliers. Et ce n'est pas simple de dire aux particuliers, coupez tous vos cyprès, essayez de remplacer par d'autres espèces moins pollinisantes. Hein, voilà. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est pour l'instant que des recommandations à travers le Conseil général, aussi l'association pour les villes fleuries, qui nous envoie pas mal de choses sur ces problèmes de pollinisation de certains, notamment sur les cyprès, mais pas que sur les cyprès. Il y a beaucoup d'arbres qui posent problème. Hein. Mais comme je ne savais pas que cette association faisait ce genre de préconisation, c'est utile. Oui, il y a pas mal d'associations qui nous envoient des choses intéressantes. Il faut les demander, hein, s'ils ne les envoient pas systématiquement. Et il y a même on est allé, alors je ne sais plus sur quelle commune, pour voir justement ce que les communes avaient fait. On essaie de s'aider entre communes pour savoir qu'est-ce qu'il faut planter, parce que ce n'est pas évident, hein, les arbres sur les bords de route, il faut qu'il n'ait pas trop de racines, il ne faut pas qu'il soit allergisant, il faut pas. Donc c'est compliqué. On essaie de se passer un petit peu des recommandations entre élus volontaires, on dirait comme ça. Alors, dans ce domaine-là, on peut signaler qu'on trouve sur le site du Réseau national de surveillance aérobiologique une brochure justement pour le choix des espèces non allergisantes qui est destinée aux collectivités. Merci pour la précision. Et merci Madame Bélante pour cet angle de vue d'un élu concerné. Ça éclaire bien le sujet. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc, sur cette étude qui a été portée par Archiomède, donc sur le lien entre pollution et allergie? Si je reviens sur les conclusions principales, hein, on voit que ça s'améliore avec l'âge. et que effectivement, il vaut mieux éviter les cyprès et l'ozone. Alors, je crois qu'il y a Monsieur Consolino qui avait encore une question. Non ? Oui. Oui. Moi aussi, j'ai des allergies un peu spéciales, entre autres aussi aux oliviers. Mais très sincèrement, je vois mal couper des arbres parce que j'ai des allergies, parce que les arbres sont particulièrement indispensables. Mais moi, je vais parler du cas de ma tante qui est extrêmement allergique. Mon oncle était marin quand il travaillait et ma tante vivait à peu près 12 mois de l'année sur Toulon. Et elle avait énormément d'allergies quand mon oncle est parti à la retraite et qu'ils sont allés 6 mois en Bretagne et 6 mois à Toulon. Ma tante, quand elle revenait à Toulon, elle n'avait plus d'allergie.
Donc, prétendre que les arbres sont responsables des allergies, personnellement, suite à cette observation, j'en doute un petit peu. Je pense que c'est surtout les polluants qui occasionnent des inflammations continuelles et qui rendent encore plus sensibles les gens à d'autres éléments allergiques, et que donc les sujets à traiter en premier, c'est se pencher sur les polluants, comment les réduire, et donc focaliser beaucoup plus les attentions sur les diverses opérations de traitement et de filtrage des industries avant de s'occuper de couper des arbres. Ève, peut-être un complément? Une précision? Oui, par rapport à ça, alors c'est vrai que vous mentionnez l'effet des polluants, alors qui est pas évident sur la chronicité à mesurer, hein, comme je le disais, là l'étude, elle a été surtout pour mesurer des symptômes aigus, une réponse rapide de l'exposition à la conséquence sur les symptômes. Après, bien évidemment, des études peut-être plus longues montreraient des effets et des interactions significatives entre ce que vous décriviez, peut-être effectivement la pollution qui augmente de plus la vulnérabilité aux symptômes allergiques avec les pollens. Donc oui, là, cette étude ne permet pas de répondre à ce type de questionnement, mais il faut des études. Je crois qu'il y a moins de cyprès en Bretagne, hein, quand même. Ah, en Bretagne, oui, ça c'est évident qu'il y a moins de cyprès en Bretagne. Mais globalement, voilà, pour répondre à ces questions complexes, voilà, il faut des études voilà, aux autres designs plus longs, et on pourra répondre à cette question de ce qui peut-être fragilisait le plus votre tante. Et si effectivement il y avait un effet des polluants sur son terrain de santé qui activait peut-être l'inflammation. Et puis là, on a besoin d'autres données aussi pour pouvoir mesurer biologiquement ce qui se passe. Ces données d'inflammation, voilà, sont des données biologiques que nous ne pouvons pas obtenir en 100% dématérialisé, juste en déclaratif en fait, où on déclare juste les symptômes. Donc c'est vraiment d'autres données aussi qu'il nous faudrait acquérir pour répondre à ces questions. Merci, Ève. Monsieur Jacob. Oui, en fait, je suis allergique au cyprès. Je suis arrivé dans la région en 79 et en 83 ou 84, ça s'est déclenché. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je n'ai pas de réduction de l'allergie. J'ai 75 ans. Bon, j'ai le temps devant moi pour que ça diminue, j'espère. Simplement, ce que je voulais dire, je fais partie de l'Union fédérale des consommateurs, et il y a une trentaine d'années, on avait vu avec le professeur Charpin et son association, on espérait beaucoup, non pas, j'ai fait de la provocation en parlant d'éradication des cyprès, mais on constate quand même que les cyprès dans la campagne, ils sont à peu près à leur place. Lorsqu'ils sont dans les milieux denses, je pense qu'ils ne sont plus à leur place. Et un élément législatif sur, non pas l'enlèvement de ceux qui existent, mais en tout cas l'arrêt d'implantation de nouveaux cyprès, on pourrait imaginer que les autorités locales aillent dans ce sens. Et malheureusement, on voit peu de choses avancer dans ce sens. Si, quand même, bon, la ville de Marseille m'a assuré il y a déjà de nombreuses années qu'elle ne plantait plus aucun cyprès. Et alors, pour revenir sur la question des cyprès en zone campagnarde, on peut ajouter que l'allergénicité des pollens de cyprès recueillis en ville est plus forte que ces mêmes pollens recueillis sur des arbres qui se trouvent à la campagne. C'est ce qu'on appelle les protéines de stress. Parce que l'arbre, quand il se trouve dans des situations difficiles, où il fait trop chaud, trop froid, trop sec, où il y a des polluants, justement, il va sécréter des enzymes particulières qui sont destinées à prévenir l'attaque
par des prédateurs. Et c'est ce qu'on appelle les protéines de stress. En somme, ils se préparent à se défendre contre des agresseurs. Mais ces protéines, elles sont allergisantes aussi, donc un pouvoir plus agressif des pollens en zone urbaine. Enfin, en tout cas, des pollens de cyprès. Oh. Merci bien. Alors, Shirley a mis dans la conversation... Pardon, Monsieur Jacob, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Non, je voulais enlever ma main. D'accord. Donc, Shirley a mis dans la conversation le questionnaire. Donc, merci d'y répondre. Et je vais prendre les dernières interventions de Bruno, qui est très impatient, puisqu'il trouve que ça fait longtemps qu'on étudie et qu'en fait, finalement, on a toujours le discours qu'on a besoin de plus de données. Et finalement, c'est plutôt de l'attentisme qui aggrave la situation. Alors, est-ce que vous en pensez, Denis ou Eve? Oui. Tout d'abord, on a toujours besoin de plus de données. Bien évidemment, pour répondre à une question clinique, il faut un nombre de sujets nécessaires. Et là, au vu de la question, il nous fallait un nombre attendu qu'on n'a pas pu atteindre, donc forcément, ça limite. Après, dans les autres études qui ont pu être faites en milieu hospitalier, non, eux ont leur nombre de sujets nécessaires. Là, on était en situation en vraie vie, donc dans un contexte particulier. Ensuite, les données qui ont pu avoir lieu en centres médicaux, bien évidemment qu'en général, ils vont jusqu'au bout, jusqu'au fait d'atteindre le nombre de sujets nécessaires. Donc voilà pour répondre à la question. Et ici, on n'est pas trop attentiste, on est aussi quand même dans l'action, c'est-à-dire qu'on cherche à améliorer ce quotidien. Donc là, fort des résultats qu'on a pu obtenir, on voit bien qu'il y a des facteurs qui, sur le territoire PACA, influencent significativement la santé en termes de rhinite allergique. Donc, on met un outil à disposition du citoyen pour tenter d'améliorer les choses. Et peut-être au travers de cet outil, c'est des collectivités aussi qui vont se l'approprier et ensuite mener elles-mêmes des actions qui vont améliorer ce processus-là. Je pense que, voilà, il ne faut pas voir ceci d'un même angle et voir petit à petit ce qu'on peut faire. Et effectivement, on dépend parfois des données que l'on a à disposition. Mais les actions sont quand même néanmoins possibles. Et c'est les actions là qui comptent. Je rappelle que vous n'avez obtenu que 40% de votre cible Oui. en termes de questionnaire, ce qui explique la difficulté d'avoir de la puissance statistique et donc mais déjà là vous avez des résultats consolidés. Oui, voilà. Déjà là, exactement, et c'est pour ça que ces facteurs aussi, il était question d'aller voir si on reproduisait les fameux odds ratios décrits par d'autres équipes dans d'autres lieux, et ça a été le cas. Donc, ceci permettait de dire, oui, il y a des limites et des biais, mais malgré ce socle-là nous permet d'être quand même robuste et confortable sur les résultats qu'on a pu acquérir. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que notre objectif n'était pas uniquement de générer de la data et d'analyser de la data. Notre objectif était quand même de répondre à un objectif citoyen en bout de chaîne. Et c'était vraiment ce dernier maillon-là qui était notre objectif dans le projet. Et donc aujourd'hui, bien sûr qu'il faut ouvrir sur des perspectives, on l'espère, sur le socle de cette application, qui peut permettre aussi aux collectivités, donc Madame l'élu de la commune de Coudoux le parlait tout à l'heure, peut-être aussi qu'en lien avec cette application, je ne sais pas, des messages sur les panneaux d'affichage peuvent être faits dans les communes de façon à sensibiliser aussi les gens sur les dépassements des seuils et que petit à petit, même des particuliers qui peuvent planter du cyprès chez eux, à force de voir ces messages sur les panneaux d'affichage, vont se dire il y a quelque chose avec le cyprès, il faut peut-être que je choisisse l'autre espèce. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi avec un continuum de différentes actions à différents niveaux qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Mais c'est un travail de longue haleine, ça c'est certain.
Merci bien. Bon, on arrive à pile poil à la fin de l'heure dédiée à ce café réponse. Hein. Donc, je voudrais remercier particulièrement, évidemment, Ève et Denis pour s'être prêtés à ce webinaire et puis nous avoir vraiment rendu les résultats avec les limites, mais aussi les moyens de prévention qui ont été mis en place. Merci pour tout ça, la clarté de votre propos et votre sincérité. Je remercie aussi tous les participants. Hein, c'est vos questions qui font progresser les sujets et c'est toujours très précieux pour nous d'avoir vos questions et de voir comment vous appréhendez les choses. Donc, merci aussi de partager votre expertise dans vos domaines ou vos questions de santé. Merci à tous. Et donc, n'oubliez pas de répondre au questionnaire, s'il vous plaît. Il me reste un point à vous dire, c'est que le 27 mars, donc, pardon, février, pas de café-réponse parce que ce sont les vacances scolaires. Mars. En mars, nous avons le temps 3, qui est le temps 3 de la démarche réponse, qui est le bilan, la restitution de l'année écoulée, de l'année 2023. Donc, il y aura, comme l'année dernière, puisque c'était un format qui avait très bien marché, à 16 h, un format stand avec la rencontre avec les acteurs et à 18 h, un format plénière. Et ensuite, quand nous serons au studio, enfin à Provence Studio, donc les studios de cinéma de Martigues qui ont maintenant une réputation internationale, il y aura une visite, un moment de convivialité qui suivra tout ça. Donc, c'est ouvert à tous, citoyens évidemment et en priorité, mais aussi bien évidemment aux acteurs. Donc, le 27 mars, je vous donne rendez-vous à Provence Studio à 16 h. Merci à tous, en physique là. Hein. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.